Imaginez, vous arrivez dans votre salle de bain, il y a un cadavre dans la baignoire. Ne pas faire d'investigation, c'est comme ne pas chercher les raisons de ce cadavre. Vous allez nettoyer votre salle de bain, mais c'est pas ça qui empêchera d'avoir un nouveau cadavre le lendemain. Et en plus, vous aurez effacé les preuves. Bonjour à tous, aujourd'hui dans la Minute Cyber, nous recevons Clément Rouault et Stéphane Lebert, cofondateurs d'Exatrack. Exatrack est notre partenaire investigation. Retrouvez-nous en fin d'interview pour des conseils cyber. Clément, est-ce que tu peux nous parler de ta rencontre avec le milieu cyber et de ton parcours? Bien sûr. Moi, j'ai commencé dans mon école à l'EPITA, où j'ai rejoint le LSE, Laboratoire en sécurité de l'EPITA. Là-bas, j'ai fait beaucoup de CTF, donc des exercices de hacking qui avaient lieu le week-end et sur lesquels on devait récupérer ce qu'on appelle des flags, donc des secrets. Après ça, j'ai fait un bref tour dans le monde de l'antivirus. Puis j'ai rejoint Sogeti, où j'ai pu faire de l'audit, du reverse engineering et de la recherche de vulnérabilité. Là-bas, j'ai rencontré Stéphane et on a décidé de monter Exatrack ensemble. Et toi, Stéphane, qu'est-ce qui t'a amené au cyber? Au collège, à vouloir craquer des jeux à la base, donc ça m'a appris à analyser un petit peu les applications. Plus tard, je suis passé sur le milieu offensif avec du développement d'exploits. Encore après, je suis parti dans le défensif à l'ANSSI, dans la réponse à incident et l'analyse de code malveillant. Et le milieu défensif m'a plutôt plu, et ce qui fait que plus tard, avec Clément, on a décidé de monter la société justement sur du défensif. Alors à la base, Exatrack, c'est une idée qui date un petit peu quand j'étais à l'ANSSI, où on voyait souvent donc dans la réponse à incident, on voyait beaucoup de RSSI, de DSI, donc de responsable sécurité ou directeur de système d'information, passer, qui s'étaient fait compromettre forcément. Et quand on prend un peu de recul à chaque fois sur ce qui se passait, c'est que le responsable avait dû faire face à un problème opérationnel grave. Des écrans bleus sur les serveurs principaux, des détections antivirus qui ne peuvent pas être ignorées. Et si on prend encore un peu de recul, on se rend compte qu'en fait, à chaque fois, c'est lié à une erreur opérationnelle de l'attaquant. Ce qui veut dire que si l'attaquant ne fait pas d'erreur opérationnelle, et même sans avoir un niveau technique de fou, est minutieux dans ses actions, ça veut dire qu'il pourra rester sur un système d'information très longtemps et sans être détecté. Donc l'objectif, c'était justement d'être capable de mener des investigations à large échelle, déjà pour identifier, trouver un attaquant, et également pour pouvoir faire des réponses à incidents sur de larges spectres. Alors nous, on a deux services principaux, la recherche de compromission et la réponse pour incident. Ces deux services, ça représente à peu près 90% de ce qu'on fait pour nos clients. La recherche de compromission, l'idée, c'est de trouver sur un parc un attaquant dont on n'est pas conscient, qu'on ne connaît pas. Donc pour ça, on va trouver des anomalies sur le parc, sur le système d'information, que nous on va contextualiser pour essayer de trouver si c'est des comportements suspects liés à des attaquants ou pas. Donc ça nous permet de trouver des attaquants de la compromission sur un parc dont on ne connaît pas, sur lequel on n'a aucune information. À côté de ça, on a la réponse sur incident, qui nous permet de trouver, de suivre un incident de sécurité pour lequel on est appelé. Et cette fois-ci, on a des informations sur lesquelles commencer, et donc on est encore très efficace. Vu que ce qu'on arrive à faire sans contexte, on arrive aussi à le faire très bien avec du contexte pour trouver l'attaquant, et surtout trouver la compromission initiale, comment est rentré l'attaquant et ce qu'il a fait sur le parc du client. D'accord, donc aujourd'hui, vous voyez beaucoup d'attaquants, vous les suivez. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les tendances du hacking? Alors, ce qui est très vu aujourd'hui et les choses pour lesquelles on est beaucoup appelé, surtout dans le cas de l'assurance, c'est les attaques par ransomware. C'est un attaquant qui est là pour faire de l'argent, pour rentabiliser son attaque, et donc qui va chiffrer une partie du parc ou l'intégralité du parc contre une rançon. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le cadre des assurances parce que ça bloque complètement le système d'information du client, il est coincé et il se retrouve soit à devoir récupérer ses backups, soit à payer la rançon. Mais derrière, on a aussi des attaques où forcément le client ne le voit pas, parce que c'est des attaques qui n'ont pas forcément but à bloquer le client, mais plutôt à récupérer l'information. On est dans des cas de renseignement, parfois gouvernementaux. Ces cas-là sont beaucoup moins détectés par le client lui-même, donc dans le cas de réponse sur incident. Et c'est le genre de cas que l'on va plutôt trouver dans des recherches de compromission, quand on va chercher proactivement un attaquant sur le parc. D'accord, donc en fait, il y a deux choses. Il peut y avoir l'attaquant qui est là mais qu'on ne sait pas, et puis il peut y avoir le scénario bloquant. Et le cas échéant, si l'entreprise a un contrat d'assurance, elle va solliciter son assureur. Nous, on a été amené à vous faire intervenir dans ce cadre-là. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier lorsque vous intervenez dans un cadre assurantiel par rapport à une intervention, on va dire, en dehors d'un cadre assurantiel? Je pense que la grosse différence, c'est surtout la crise, la gestion de crise et le problème client. C'est-à-dire que les clients, ils ont des productions, ils ont des métiers qui ont potentiellement rien à voir avec l'informatique.
Et ce qu'on voit, pourquoi on est appelé, pourquoi on a un sinistre cyber, c'est parce que le client ne peut plus faire sa production, ne peut plus faire son travail. Donc on parle de production, mais c'est aussi par exemple payer ses employés. Et là on a des problèmes juridiques, on a des problèmes de temps, où on a besoin de pouvoir reprendre à minimum une certaine confiance sur une partie du système d'information pour pouvoir relancer, on va dire, les éléments critiques du système d'information pour au moins pouvoir répondre à certaines obligations. Et donc cette problématique de crise, elle intervient donc sur une crise et une gestion du stress de la part du client qui a des problématiques. De notre part, on doit trouver des réponses à ces éléments de façon rapide et efficace, sans prendre de temps, donc dans, on va dire, une time frame relativement limitée. Quel est le rôle de l'investigation numérique dans la réponse à incident et quels sont les écueils à éviter? Alors, dans une réponse à incident, on est forcément dans une situation de crise. Une situation de crise, ça va faire que le client va d'une part perdre de l'argent, mais en plus avoir plein de problématiques autour critiques pour son activité, et il va vouloir faire repartir le système d'information le plus vite possible. Le truc, c'est que si on le fait repartir tel quel, ou avec un minimum d'investigation, on ne pourra probablement pas identifier tout ce qu'a fait l'attaquant. Est-ce qu'il y a encore des portes dérobées? C'est fréquent quand même. Qu'est-ce qui a été corrompu? Et on va faire repartir un système d'information où l'attaquant sera encore dans les murs. Quelques mois après, généralement, c'est ce qu'on voit quand la réponse incident n'a pas été opérée totalement. L'attaquant revient, soit par la même porte par laquelle il était rentré au début, soit parce qu'il était encore dans le système d'information. Et là, il peut tout rechiffrer. La victime est acculée financièrement et moralement, puisqu'elle a passé déjà plusieurs semaines à essayer de retrouver un état sain. Et généralement, comme vous pouvez l'imaginer, ça se passe assez mal. C'est pour ça qu'il faut vraiment mener une investigation complète, identifier par où l'attaquant est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait sur le système d'information et quels sont les points de contrôle qu'il avait. Identifier complètement la zone de compromission. C'est quelque chose qui va demander un peu de temps, mais qu'il faut vraiment mener si on veut essayer de repartir sur de bonnes bases. Donc une investigation bâclée, c'est un risque pour l'entreprise de se faire attaquer de nouveau dans 6 mois, 1 an. Tout à fait. Généralement, on voit même avant 1 an, l'entreprise repart quelques mois après, 2-3 mois après, le surincident arrive. Et là, en effet, il fait très mal. Ça, c'est quelque chose que vous arrivez à voir? Oui, c'est quelque chose où ça nous est déjà arrivé, même d'arriver sur une réponse à incident et de voir qu'en fait, l'attaquant qui a rançonné était le 15e qui arrivait. Et les précédents, en fait, n'avaient juste pas les mêmes intentions. Et ont donc mené d'autres actions. Mais c'est assez fréquent de voir qu'il y a eu plusieurs compromissions d'un système d'information et de voir que c'est qu'un attaquant qui est arrivé d'ailleurs souvent il y a 2-3 semaines qui va se mettre à chiffrer, mais déjà il lui faut un certain temps pour identifier souvent où sont les backups pour pouvoir les détruire. Et durant ce laps de temps, si l'attaquant n'est pas identifié et donc la victime n'a pas toute une infrastructure pour pouvoir superviser un peu sa sécurité, c'est la catastrophe assurée en effet. Alors lors de vos interventions, quelle est l'erreur la plus fréquente que vous rencontrez? Alors on a des clients qui se disent que l'antivirus va permettre de tout régler. Et donc des clients qui se disent on a trouvé le ransomware, on va passer un antivirus et le problème sera réglé. Le problème c'est que ça contextualise pas. On ne sait pas pourquoi l'attaquant, qui a un humain derrière, a fait et ce qu'il est capable de faire sur le parc. Une métaphore pour donner ça, c'est vous rentrez chez vous, vous voyez quelqu'un qui est rentré par la fenêtre, qui a trouvé votre chéquier et qui est en train d'écrire des chèques. Passer l'antivirus, c'est l'équivalent de prendre son stylo et de lui casser et de repartir. Ça n'empêchera pas l'attaquant de ressortir un deuxième stylo pour faire des chèques, ça ne l'empêchera pas non plus de revenir le lendemain par la fenêtre. Donc contextualiser, comprendre, c'est important plus que de casser les outils de l'attaquant via l'antivirus. Et ça, tout ce contexte, toute la compréhension, c'est aussi la valeur ajoutée d'Exatrack, c'est ce qu'on va retrouver dans les rapports que vous communiquez à l'issue de vos interventions. C'est le but d'une investigation numérique et derrière c'est ce que l'on veut trouver ce qu'on va trouver dans nos rapports, c'est-à-dire l'explication de ce qui s'est passé, ce qu'on a vu, de ce qu'a fait l'attaquant et si on a pu, comment il est arrivé sur le parc et par quel moyen. Merci, et pour conclure cette émission, est-ce que vous auriez un conseil cyber à partager? Alors oui, par rapport justement à ce qu'on évoquait précédemment, généralement les sociétés ont des antivirus, parfois même une console centralisée. Regardez les événements qui arrivent. C'est très fréquent quand on intervient sur une réponse à incident de s'apercevoir que l'antivirus avait déjà bloqué un certain nombre d'attaques et de menaces de l'attaquant et que si quelqu'un regardait ces journaux antivirus et interprétait un petit peu ces journaux, l'attaque, assez souvent, serait détectée des jours avant le gros incident. Donc vraiment, regardez vos journaux antivirus. Donc avec de la vigilance, on aurait pu éviter ça. Merci Stéphane, et toi Clément, quel serait ton conseil cyber?
Alors, dans le cadre d'attaque ransomware, on parle souvent des backups, donc évidemment il est intéressant et très utile de faire des backups, mais ce qu'on conseille aussi surtout c'est les tester avant le jour de la crise, car plusieurs fois on a des clients qui nous ont dit on a des backups, et c'est au moment de les restaurer qu'on se rend compte que les backups ne marchent plus depuis 6 mois. Donc faire des backups c'est primordial, les tester de temps en temps c'est encore plus important. Merci d'avoir suivi cette Minute Cyber, merci à Exatrack d'être venu nous parler, et à bientôt pour une prochaine vidéo avec de nouveaux partenaires.